Alors pour ouvrir tout ça, on va prendre d'abord l'un de nos intervenants, qui est Pascal Roy. C'est un professeur de médecine, qui est le patron d'un service de biostatistique, de bioinformatique et d'intelligence artificielle à Lyon, dans les hospices civils de Lyon. Il adore le piano, il est très engagé dans la recherche sur le cancer. Et puis il coordonne aussi en formation un master sur la santé publique à Lyon, qui est bien entendu une forte composante et un intérêt pour les mathématiques et l'intelligence artificielle. Alors, de manière très concrète, monsieur le professeur, qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message sur ce qu'est l'intelligence artificielle dans la santé? Comment ça se passe dans les hôpitaux? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Notre public est essentiellement composé demain de formateurs de l'AFPA, de gens qui viennent du monde entier, puisqu'on a de nombreux sites en Afrique qui sont connectés aussi aujourd'hui à Istres. Et quel est le message qu'on peut leur délivrer? Merci beaucoup. Merci Jean-Martin Jasper de l'invitation. Et merci évidemment à l'AFPA d'avoir organisé ce colloque. Donc je suis hospitalo-universitaire, c'est-à-dire que je dirige une équipe de recherche CNRS et j'ai également une fonction à l'hôpital. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que sont connectés l'hôpital et l'université dans le cadre de l'IA. En fait, la problématique médicale, c'est qu'on est dans le monde du variable, on est dans le monde de la médecine et de la biologie. Un patient n'est jamais identique à un autre, tout varie. C'est-à-dire sa maladie, sa réponse au traitement, son pronostic. Et la question de fond, c'est comment est-ce qu'on analyse, on comprend, on décide dans le monde du variable. Pour ça, on travaille sur ce qu'on appelle des biomarqueurs. C'est quoi un biomarqueur? C'est une variable biologique, mais c'est aussi une variable d'image, qui est associée au diagnostic, au pronostic ou à la réponse thérapeutique. Et quand le nombre de biomarqueurs augmente, on peut caractériser des groupes de plus en plus petits d'individus, et on arrive vers cette médecine 5P. Elle est personnalisée, préventive, prédictive, participative. Elle est basée sur la preuve scientifique. C'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Et deux questions se posent alors, c'est comment est-ce qu'on fait pour identifier ces biomarqueurs et comment est-ce qu'on peut estimer leur contribution réelle au diagnostic, au pronostic ou à la réponse thérapeutique. Alors ces modèles, c'est juste pour dire que des modèles existent. C'est-à-dire que la réponse à l'identification des marqueurs, c'est des modèles. C'est des modèles qui associent à gauche du signe égal ce qui caractérise le diagnostic, le pronostic ou la réponse thérapeutique, et à droite des signes égaux, les variables qui contribuent, nos biomarqueurs. Diapo suivante. Mais la question qui se pose, c'est une question de médecine. Et c'est toute l'interface qu'il y a entre les mathématiques liées à la médecine. Quelles sont les qualités prédictives des modèles qu'on va utiliser? Une fois que les modèles auront appris des paramètres, une fois que les réseaux de neurones auront appris, quelles sont leurs propriétés, leurs contributions au diagnostic, au pronostic ou à la réponse thérapeutique. C'est l'objectif de la modélisation. C'est-à-dire qu'il faut extraire de l'information, on estime des paramètres, et il faut prédire pour de nouveaux individus qui n'ont pas contribué à construire les modèles. Et ces performances, elles varient en fonction du contexte clinique, et ça, c'est fondamental. En effet, j'ai entendu tout à l'heure qu'un algorithme d'apprentissage, ce n'est pas magique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est travailler concrètement avec ces nouveaux modèles. Or, les performances d'un algorithme comme celles d'un modèle dépendent du contexte clinique de son application. Et donc, quand on est dans le domaine médical, on doit réfléchir à ça. On est dans le domaine de l'analyse de la décision médicale. Évidemment, ce qui compte, c'est les répercussions des erreurs de prédiction. Et les erreurs de prédiction, on comprend bien qu'il y a des faux positifs et qu'il y a des faux négatifs. Et suivant les conséquences de ces faux positifs et de ces faux négatifs, il faudra régler nos modèles ou nos paramètres de façon différente. Merci. Alors, le big data en médecine, parce que ça, c'était déjà vrai quand on avait un nombre restreint de variables. Maintenant, on a un très grand nombre de variables. Alors, soit on a un très grand nombre de sujets, c'est les bases de données médico-administratives, hein, c'est la base de la sécurité sociale. Soit on a un très grand nombre de variables biologiques ou d'images, on passe à la diapo suivante. Typiquement, c'est le génome. Le génome, c'est 3 milliards de paires de bases. Il y a 1 à 2% de ces paires de bases qui participent à ce qu'on appelle l'exome. Ce sont les fonctions de nos gènes qui passent par l'exome. Nos gènes, chez l'homme, c'est environ 22 000 gènes. C'est ce qu'on appelle la transcriptomique. On sait analyser 22 000 gènes d'un coup. On sait maintenant faire un séquençage complet de l'ADN sur les 3 milliards de paires de bases. En protéomique, il y a un très très grand nombre de protéines. Vous savez, il y a l'ADN, l'ARN messager, les protéines. Il y a un très très grand nombre. Mais les techniques, en général, filtrent et limitent l'analyse à un nombre restreint. Quand même quelques centaines. Et puis, il y a la radiomique, le contenu de l'image. L'image, non pas simplement
nettoyée, lissée par des algorithmes et interprétée par un clinicien, mais l'image en tant qu'une matrice de points qui est analysée par un algorithme. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est nouveau? Non. L'apprentissage machine, c'est en fait ce qu'on a fait pendant des années. C'était un peu comme M. Jourdain, on a fait de l'IA sans le savoir quand on faisait des statistiques. Et puis l'apprentissage profond, c'est simplement des fonctions mathématiques qui permettent d'approcher n'importe quel type de fonction mathématique, les réseaux de neurones. Ils font ça, c'est très bien, mais ils ne font que ça. Et dans ce cas-là, on continue de faire de la statistique. Diapo suivante. Alors comment est-ce que ça s'implémente sur un CHU? Un CHU, c'est un centre hospitalo-universitaire. Il n'y a pas d'IA à l'hôpital s'il n'y a pas de partenariat scientifique. Il y a une connexion très étroite entre la production au lit du patient, la veille technologique et la recherche. On ne peut pas avoir une pratique de l'IA si on n'est pas connecté à la recherche parce que ça évolue très vite. Au niveau des hospices civils de Lyon a été créée une commission intelligence artificielle, la CIA. Le but, c'est quoi? C'est de réfléchir comment est-ce qu'on intègre des données usuelles, des données omiques, des données d'imagerie, des données textuelles avec ces fameux agents conversationnels, des données issues de capteurs, dans une approche multidimensionnelle. L'entreprise travaille avec ce type d'implémentation et réfléchit à comment tout ceci va être intégré dans une médecine qui va être une médecine de plus en plus appuyée sur le numérique. Et puis, il faut former à l'IA les professionnels de santé. Et donc, le défi, c'était de lancer dès cette année, en première année des enseignements en santé, une initiation à l'IA. Dans une discipline qui s'appelle la biomédecine quantitative, on continue de le faire, en spécialité médicale aussi, également dans des licences, et puis dans des UE de master M1 ou M2. On a évidemment des parcours d'excellence, mais ils doivent rester connectés à l'ensemble des parcours, et je pense qu'on devra discuter de ce point-là. On a des parcours d'excellence avec des doubles diplômes. Ils sont médecins, pharmaciens, dentistes, vétos, et en plus ils font, pour les médecins et les pharmaciens, l'école de l'INSERM ou un double cursus à Normal Sup. On a créé un double diplôme avec l'école centrale, avec une convention qui associe l'université, l'école centrale et l'hôpital. C'est-à-dire que l'hôpital s'implique maintenant dans les formations. Donc également, une recherche donc, de synergie entre l'université, l'hôpital et les écoles d'ingénieurs. On va plus loin. Il y a évidemment des appels d'offres, des structurations de la recherche, ces fameuses SFRI, dire structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d'excellence. On participe à une SFRI qui s'appelle DigitBiomed sur Lyon, qui associe les universités, les écoles, les laboratoires de recherche et l'hôpital. Il y a également la formation transversale nationale en bioinformatique médicale, où on forme aux données de grande dimension des médecins et des biologistes. Et ce qui est important, c'est que dans toutes ces filières de formation qui associent production, veille technologique et recherche, elles doivent être mixtes. C'est-à-dire, quel que soit le niveau de formation, il me semble important que les acteurs soient opérationnels pour attaquer le monde professionnel ou pour poursuivre s'ils ont une orientation de chercheurs. Et pour finir, pour la formation tout au long de la vie, eh bien, la formation continue s'articule avec les formations initiales et actuellement, on mutualise des unités de formation pour à la fois être dans des formations initiales et dans des formations continues. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc, quelques mots sur tout ça. Bien entendu, les techniciens vont être partout, hein, puisqu'il y a plein de capteurs, il y a des machines, il y a de la programmation. Et donc, il va falloir assister le médecin d'une nouvelle catégorie de collaborateurs dans l'hôpital. Aujourd'hui, les services informatiques, c'est 10-20 personnes dans un grand hôpital. Et bien entendu, demain, il va devoir être interconnecté avec de nouveaux types de techniciens. Et c'est ça le marché, probablement, de l'AFPA. De former ces techniciens, de ramener à côté des professeurs de médecine, à côté de cette formation de niveau doctoral, ceux qui entretiennent les robots qui seront au service des hommes. Peut-être un dernier mot là-dessus. Je pense qu'il y a toute une chaîne de la formation, des formations pré-bac aux formations post-bac, et qu'en effet, il faut qu'il y ait une interface entre les domaines d'application et la veille technologique à tous les niveaux. Il faut que la chaîne soit cohérente aussi. Il est hors de question d'avoir des enseignements universitaires qui soient déconnectés des enseignements non universitaires. Enfin, c'est mon
ma position. Et je pense que là, c'est indéniable vu les défis auxquels on est confronté. Merci beaucoup. Merci en à tout vous. cas, ISTRE compte sur vous pour faire avancer l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé.